monsieur qui s'appelait Monsieur Mantelet, a regardé sa femme, oh excusez-moi, je me suis trompé, il n'a pas regardé sa femme, a regardé ses mains, et il a voulu aider sa femme à presser la purée. À cette époque, la femme ne votait pas, la femme n'avait pas d'âme, la femme n'avait pas de cerveau, la femme n'avait pas de cœur. Donc c'était purement fonctionnel. Donc l'innovation fonctionnelle, c'est le presse-purée sans tenir compte de l'âme, du cœur et de la sensibilité d'un certain nombre de personnes. C'était donc avant-guerre. 1961, après la guerre, les Français se sont aperçus qu'il n'y avait pas que la France, qu'il n'y avait pas que leur village, mais qu'il y avait des Allemands, qu'il y avait des communistes et qu'il y avait des Américains. Donc les Français se sont aperçus qu'il y avait une notion de choix. À partir du moment que quelqu'un doit choisir, c'est qu'il se pose des questions et qu'il faut satisfaire non pas seulement son intelligence, mais aussi sa sensibilité. Et à cette époque, on a commencé à créer ce qu'on a appelé l'esthétique industrielle. C'est une innovation essentielle, l'esthétique industrielle, parce que, essentielle, cependant, on n'en a pas beaucoup parlé, parce que ça se passait dans les entreprises. Et les entreprises ont autre chose à faire que créer l'histoire, ils se contentent, si vous voulez, de faire le chiffre d'affaires. Donc, on a fait de l'esthétique industrielle pour vendre, pour satisfaire, si vous voulez, le client. On a créé à cette époque une innovation qui s'appelait l'esthétique industrielle, on a créé un mot aussi qui s'appelait le client. Certains d'entre vous sont venus avec la SNCF, vous savez tous que la notion de client n'existe toujours pas dans de nombreuses parties de notre pays. On appelle ça encore des usagers. D'accord? Donc, l'esthétique industrielle, il s'agissait de capoter une fonction. Donc ce n'est plus seulement la fonction, c'est le capotage de fonction pour satisfaire le subjectif ou l'intérêt du client. En 1979, j'étais au Japon. À ce moment-là, c'était très à la mode de parler Japon number one. Le Japon voulait conquérir le monde. Et comme tous les Français qui sont à l'étranger, le nationalisme, si vous voulez, est exacerbé et on devient de plus en plus nationaliste quand on est à l'étranger. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est que cette histoire où le Japon est number one et nous, qu'est-ce qu'on va devenir dans l'histoire? Et en France, la réaction a été, les Japonais nous copient. C'est faux. Les Japonais ne copiaient pas. Les Japonais exploitaient l'innovation en faisant de l'innovation de conquête. On avait l'innovation, eux, ils avaient l'innovation de conquête. Donc on a perdu pas mal de choses, les motos, les chaussures, enfin notre industrie a subi énormément de coups parce que les Japonais n'étaient pas forcément innovateurs, mais ils étaient surtout des conquérants. Alors j'ai dit, en tant que nationaliste français installé au Japon, j'ai dit, moi, j'étais encore jeune, je me faisais beaucoup d'illusions, qu'est-ce que je peux bien faire? Alors je me suis intéressé à notre université et j'ai découvert un bunker. La France était dirigée par des bunkers, des gens qui étaient enfermés. On est contre les marques, on est contre les bénéfices, on est contre la société de consommation, etc. On ne peut pas s'appuyer, si vous voulez, sur une structure de telle manière, de telle nature fondamentale, pour, si vous voulez, évoluer. Alors une petite remarque. En 1981, il a été créé en France une école qui s'appelait École supérieure du design industriel. La première école en France qui utilisait le mot design industriel. En 61, on capotait la fonction. En 81, on commençait à remettre en cause la fonction pour améliorer la forme extérieure. C'est-à-dire qu'en 61, on avait un châssis, et sur le châssis, on mettait une capote. En 81, on remettait en cause le châssis pour que la capote soit intéressante. D'accord? Donc c'est un élément important. Donc la première école qui a utilisé le mot design industriel, c'était en 81. Donc dans cette situation, moi qui voulais un petit peu faire avancer les choses, j'ai décidé de créer une école, puisque l'université ne satisfaisait pas une école. Dans cette école, j'ai fait rencontrer trois choses. La dimension sciences humaines,
la dimension art et technique et la dimension management. Ce qui était totalement inacceptable en France, puisque chacun appartenait à sa corporation, et la transversalité était un discours du Café du Commerce, mais n'entrait jamais dans les faits. Donc il s'agissait de faire rencontrer trois groupes culturels qui ne pouvaient pas se voir en un seul. Et ça se trouvait le petit point rouge. D'accord? Je m'excuse pour la symbolique de la création, si vous voulez, ça tombe bien, mais c'est par hasard. Et nous avons créé en 89 une école. À ce moment-là, je me suis posé la question, est-ce qu'on va appeler une école design industriel? Non. En 89, le mot design industriel était déjà dépassé. Il fallait aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut ajouter à la notion de design, à la notion d'art, d'esthétique, le management et les sciences humaines. C'est pour ça qu'on n'a pas gardé le mot École supérieure de design industriel, mais qu'on a utilisé le mot créapole. Et en dessous, nous avons écrit création et management. Ensuite, bien sûr, pour ce concept-là, nous avons dû mettre en place une pédagogie particulière, avec du partenariat avec les entreprises, avec des stages, avec des professeurs opérationnels qui viennent du monde réel des entreprises, un certain nombre de contraintes pédagogiques, si vous voulez, qui obligeaient les étudiants à intégrer le processus créatif tel qu'il est nécessaire dans le monde, dans leur monde, dans le monde à venir, et qui était différent du monde du passé. En 90, Nike a créé, si vous voulez, une chaussure très intéressante pour laquelle le rêve, le statut, l'imaginaire étaient beaucoup plus importants que la fonction. Faire des chaussures pour marcher, ça c'était déjà fait. Par contre, créer l'imaginaire, le statut, le rêve, pour donner à des jeunes une existence qu'on ne leur donnait pas en dehors de leur propre vie, Nike l'a compris. Donc Nike a fait une chaussure qu'on pourrait appeler plutôt créative que esthétique industrielle. À titre indicatif, je vous parle de M. Toubeau. En 1994, en France, il a été voté une loi interdisant les mots d'origine anglaise. La France, en 1994, pondait la loi Toubon pour interdire les mots d'origine anglaise. Ce qui veut dire que les mots du genre design ne pouvaient pas être utilisés dans les organismes publics. Aucune école n'avait le droit d'utiliser le mot design. Le mot design qui était essentiel en 81, qui était l'évolution normale de l'esthétique de 79. D'accord ? À titre d'exemple, pour ce qui s'est passé en 2002, un de nos étudiants de 3e année a participé au concours, si vous voulez, de la Banque de France pour la pièce de l'euro. Vous avez certainement dans vos poches la pièce de 10, 20, 50 centimes de l'euro, face française. Et si vous prenez le temps de regarder, vous verrez qu'il y a le nom d'un étudiant de Créapol qui s'appelle Laurent Joriot. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que cet étudiant était en 3e année et c'était un étudiant marginal. Musique marginale, tags sur les murs, cheveux, enfin bref, c'était un révolutionnaire. Mais il était suffisamment intelligent pour comprendre que sa vie personnelle et sa vie professionnelle n'avaient rien à voir. Et le jour où il a eu à faire un projet pour la Banque de France, il est rentré dans les codes conservateurs de la Banque de France et il a fait quelque chose de très classique. Il ne confondait pas ses convictions personnelles, son militantisme personnel, avec sa raison d'être professionnelle. Donc il a gagné le concours, donc sur toutes vos pièces, vous avez, comment dirais-je, le nom de Laurent Joriot, 10, 20, 50 centimes. En 2006, un groupe d'ingénieurs sont venus nous voir, nous ont dit voilà, nous voulons créer un robot, pouvez-vous nous aider? Donc, nous avons participé à cette aventure, nous avons mis des étudiants sur le sujet et certains d'entre vous connaissent NAO,
Nao a été, comment dirais-je, conceptualisé au niveau design et créativité par des étudiants de Créapol, en partenariat avec un groupe d'ingénieurs. Donc c'est la dimension, si vous voulez, ludique de Nao qui fait qu'il a représenté la France à Shanghai, etc. Ce robot n'est pas un robot fonctionnel, il est un robot de l'imaginaire ou du rêve ou du plaisir. C'est autre chose que une innovation purement technique. Le master de design, alors comme vous savez avec la loi Toubon, le mot design était interdit, le mot master est interdit, mais dans les années 2011, les universités ont commencé à créer le master design. Seulement en 2011-2012. Une anecdote. Le diplôme de Créapol est reconnu au niveau 1. Pour que le diplôme de Créapol soit reconnu au niveau 1, il a fallu qu'on l'intitule design industriel. Si on avait intitulé le diplôme d'une autre façon que design industriel, nous n'aurions pas notre diplôme reconnu. Donc il faut que pour que notre diplôme soit reconnu, qu'on revienne aux années 81 pour avoir un diplôme reconnu. Alors bien sûr, quand nous avons besoin d'un diplôme reconnu pour certains types de personnes, on a un diplôme reconnu au niveau 1. Cependant, entre nous, pour les étudiants, notre diplôme, c'est plutôt un diplôme de designer concepteur. On ne veut pas que notre diplôme soit des années 81, on veut que notre diplôme soit des années 21e siècle, tant qu'à faire, et tourner vers l'avenir. Donc on préfère le mot concepteur, designer concepteur, concepteur créateur, plutôt que designer industriel, qui est l'exemple du passé qu'il faut dépasser. Voici un petit peu une ligne directrice sur mon histoire. Il est bien évident que dans la société actuelle, il y a toutes sortes de créations, toutes sortes de design. Vous avez des personnes qui sont encore en train de faire du design du presse purée. Vous avez des gens qui font de l'esthétique industrielle. Vous avez des personnes qui font de la création industrielle. Donc tout ça, toute cette histoire est encore présente aujourd'hui. Et c'est à vous de savoir dans quel registre vous êtes et qu'est-ce que vous voulez faire pour l'entreprise dans laquelle vous êtes ou de votre propre vie. Donc tout ça est encore présent. Donc les designers, les concepteurs doivent se positionner dans cette histoire. Sincèrement, je conseille aux personnes de se tourner plutôt vers l'avenir que vers le passé. Alors comment à Créapol, nous avons mis ça en musique? Le processus Créapol que nous enseignons à nos étudiants, c'est que avant toute chose, avant de lever le crayon, avant de commencer à faire de la créativité, on essaie de poser les bonnes questions. Quelles sont les bonnes questions? On essaie de savoir si la femme que nous avons en face de nous a un cœur, un cerveau, une âme, et qu'on ne regarde pas seulement la main de la femme comme pour un presse purée. Et je pense l'exemple de la femme, mais bien évidemment, une petite fille de 12 ans, une femme de 35 ans, un homme de 60 ans, le raisonnement est le même. Donc on commence par toute chose qui s'appelle la psychologie cognitive, l'ethnologie, l'ethnocologie, enfin bref, toutes ces disciplines des sciences humaines. On pourrait appeler ça aussi le bon sens. On pourrait ça aussi appeler l'humanisme. On pourrait aussi appeler ça l'empathie. La première étape du processus créatif qu'on enseigne à Créapol, c'est s'intéresser à l'autre. Pas au niveau du discours, mais au niveau du réel. Comment regarder l'autre en profondeur. Alors on fait appel à des spécialistes des sciences humaines. Et on les sélectionne, parce que dans les sciences humaines, il y a des gens qui s'intéressent à l'humain, et dans d'autres qui s'intéressent à la science. Donc dans ce territoire-là des sciences humaines, il faut que les responsables de projets dans les entreprises sélectionnent les analystes. Tous les analystes ne sont pas bons, sous prétexte qu'ils ont un grade, un diplôme. La première étape du processus créatif est sélectionner les méthodes d'analyse. Alors bien sûr, dans la première étape, il y a l'analyse de la marque, il y a l'analyse de la cible, il y a l'analyse des pouvoirs.
quels sont les pouvoirs au sein d'une entreprise qu'il faut encadrer. Est-ce que nous sommes dans une entreprise où il n'y a que des énarques? Est-ce que nous sommes dans une entreprise où il n'y a que des diplômés de Polytechnique ou de l'école normale? Donc il est nécessaire d'analyser au sein des entreprises les corps, les cultures. Donc ça, c'est le début de l'analyse. Et ensuite, là, je ne sais pas ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez ce que c'est, la deuxième petite image? Non? Eh bien, c'est une attache de wagon de la SNCF. Ça ne sert à rien d'avoir fait une bonne analyse, une analyse bien ciblée, une analyse efficace, si elle n'est pas connectée d'une manière opérationnelle à l'étape suivante. Nous avons ici, dans le processus que je vais vous montrer, un ensemble de disciplines dans lequel nous avons des spécialistes. Dans tous ces secteurs, nous avons des spécialistes, plus ou moins connectés au monde réel, mais nous avons des spécialistes. Les responsables de projet doivent s'attacher, si vous voulez, à sélectionner les disciplines ou les représentants des disciplines, mais avant tout à s'attacher aux attaches. Comment vous allez attacher un philosophe à un outil de production de code? Et ce n'est pas le philosophe qui va vous aider. Ce n'est pas l'ethnologue qui va vous aider. Ce n'est pas le psychologue qui va vous aider. Il faut construire entre le psychologue et l'outil suivant une attache. C'est la responsabilité des responsables de projet, l'attache. Alors après, nous avons à Créapol ce qu'on appelle des plans d'univers, des planches d'usage, des planches tendance, des planches couleurs, des planches matière, toutes sortes d'outils qui sont là pour analyser l'univers dans lequel la cible s'exprime. La corporation des diplômés de Polytechnique s'exprime. Donc toutes sortes de planches qui ne sont pas encore le procès de création, mais qui sont encore de l'analyse, de façon que le créateur s'immerge. Le créateur ait de l'empathie pour la réponse. Donc une fois que vous avez toutes ces planches d'analyse, tendance, univers, etc., vous devez, en tant que responsable, créer une autre attache. Une attache que... Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous voyez ce que c'est? Un crabe. Qu'est-ce qui s'affiche ici? Ce crabe des îles de la Tortue. Ça s'appelle les sources d'inspiration créative. Vous devez créer des sources d'inspiration créative qui peuvent être la concurrence, qui peuvent être des crabes, qui peuvent être le vent, qui peuvent être de la poésie, mais il faut alimenter la créativité par quelque chose d'un peu déconnecté. Pas trop déconnecté, mais un peu déconnecté, pour que ça alimente le processus créatif de ceux qui créent. Bien sûr, cette source d'inspiration créative devra toujours être connectée aux étapes en amont. Donc une source d'inspiration créative, donc là il y a des spécialistes de créativité qui vont vous expliquer très régulièrement comment faire de la créativité. Et encore une nouvelle attache, une nouvelle remorque, un nouveau crochet. Une fois qu'on a ces sources d'inspiration créative, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est là qu'on arrive à la phase qu'on pourrait appeler purement créative. Créer des concepts, trouver des idées, trouver des débuts de réponse. Non, là nous avons, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler des techniques de dessin très légères, très rapides, que nous on appelle entre nous le ROF par exemple. Hein, donc des techniques où on commence à exprimer par des formes, par des volumes, par des fonctions, tout ce qu'il y avait avant. Ça commence bien sûr par essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'âme, qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit, qu'est-ce qu'il y a dans le corps du client. Donc une phase dans laquelle le créateur s'est mis dans la peau du client, il s'est auto-programmé pour la création à travers ces pistes créatives. Après, il y a bien sûr les pistes créatives, encore du dessin, où là c'est beaucoup plus finalisé. Donc là, on commence, si vous voulez, à régler un certain nombre de problèmes techniques. Je pense par exemple à l'ergonomie, je pense à des contraintes techniques. Donc à ce moment-là, on commence à introduire, si vous voulez, disons la production des techniques de contraintes, enfin bref, un certain nombre de choses bien carrées,
pour arriver un peu plus tard à des choses beaucoup plus définies grâce à l'outil informatique qu'on appelle la 3D ou l'imprimante 3D, un certain nombre de choses bien définies qui permettent d'alimenter les réunions transversales au sein des entreprises. Les personnes peuvent discuter, apporter leurs contradictions, etc. Et finalement, il y a ce que nous appelons une maquette, ou bien qui est quelquefois mix avec un prototype. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à envisager le prototype. Donc tout ce processus peut être décomposé quand vous avez le temps. Ça peut être quelque chose qui peut prendre du temps, ou ça peut être automatique dans la tête du créateur. Ça dépend, si vous voulez, de votre urgence, ça dépend du timing que vous avez, en fonction de la grandeur de votre entreprise, en fonction de votre contrainte, mais le processus, si vous voulez, pour, comment dirais-je, satisfaire l'entreprise, le client et votre chiffre d'affaires, à mon avis, c'est le processus que nous enseignons, nous pensons qu'il n'est pas trop mauvais comme processus. Et j'insiste bien, les responsables de projet, les responsables d'entreprise, une des tâches les plus difficiles, c'est faire en sorte que les gens figés dans leur corporation communiquent entre eux. C'est le blocage le plus important dans le processus créatif, le manque de transversalité des personnes. Et un designer, un créateur, doit non seulement avoir des idées, mais le pouvoir de leadership à l'égard de corporations qui n'ont pas envie de se bouger. Il y a des personnes qui sont figées, pas seulement les techniciens de base. Il y a beaucoup de corporations qui sont figées. Le chef de projet doit avant tout être quelqu'un qui va faire bouger comme ça ou comme ça d'autres groupes culturels au sein de l'entreprise, au sein de la distribution, pour que ce produit soit vendu. Voilà un petit peu ce que nous enseignons à Créapol. Et bien sûr, dans ce processus, nous avons énormément de partenariats avec des entreprises françaises, chinoises, américaines, qui viennent à Créapol dire pourriez-vous nous aider à répondre à tel ou tel problème. Dernièrement, nous avons une entreprise japonaise de la moto qui est venue nous voir et nous dit pourriez-vous analyser, si vous voulez, les attentes émotionnelles des Européens pour les nouvelles motos que nous voulons vendre dans 3, 4, 5 ans. Les Japonais viennent nous voir, nous demandent des analyses émotionnelles sur leur clientèle. Peut-être un jour, les Français enverront leur créateur au Japon ou en Chine pour essayer d'analyser les besoins émotionnels des Chinois avant de lancer une nouvelle chaîne de production de motos pour conquérir la Chine. Je vous pose l'exemple de la Chine, mais enfin, ça peut être un marché porteur. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Trop long? Non, ça va? Je suis à votre disposition si vous avez des questions, mais je suppose que j'ai déjà beaucoup consommé mon temps. Merci de m'avoir écouté.